Chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence, d'intérêt sur les plans sécuritaires, économiques, culturels et scientifiques. S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, nous donnent l'opportunité, que dis-je, l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Les Congolais attendaient avec impatience la communication du président Tshisekedi annoncée pour ce dimanche. Il est finalement apparu en direct à la télévision nationale pour tirer le bilan des consultations politiques qu'il a menées tout le long du mois de novembre pour relancer son mandat. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cache-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. J'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. Des premiers mois à la présidence, il y a d'abord ces actions symboliques, comme la libération des opposants historiques de l'ère Kabila. Mais derrière l'image d'une cohabitation unie, chaque camp tire son épingle du jeu pour s'imposer sur l'échiquier politique. Et très vite, la rupture se consomme. Des figures de la politique congolaise réputées indéboulonnables tombent. C'est le cas de Vital Kamerhe, l'homme de l'ombre, condamné pour corruption à 20 ans de prison. Ou encore de Janine Mabunda, une fidèle parmi les fidèles de Joseph Kabila, ancienne présidente de l'Assemblée nationale et destituée par les députés. Félix Tshisekedi ne s'en cache plus, l'alliance avec son prédécesseur est désormais caduque. Une motion de censure contre le gouvernement est déposée, les cartes sont rebattues. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment
par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde, la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. Alors, évidemment, la question qui se pose aussi, qui a été abordée lors de cette réunion, ce sont aussi les rebelles hutus rwandais du FDLR. Le Rwanda dit depuis des années, attention, c'est un danger pour nous, c'est une menace pour nous, et en plus, l'armée congolaise laisse faire, voire plus. Est-ce que vous vous êtes engagé sur ce problème ou est-ce que vous pensez que c'est une fausse excuse du Rwanda? C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations, je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ses incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à 2 reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Vous avez dit. Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Attanasio, qui avait été tué par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique,
visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte. La vérité, elle est ailleurs, et c'est ça que le Rwanda doit dire. Voilà. Le Rwanda doit dire. Voilà. Le Rwanda accuse aussi un certain nombre d'hommes politiques congolais et d'autorités locales de tolérer, voire d'encourager des attaques contre des populations tutsis congolaises. Quelles mesures vous comptez prendre pour empêcher que cela continue, notamment sur les réseaux sociaux et quelquefois dans la rue? Les mesures ont déjà été prises par la Constitution. Notre Constitution est très claire là-dessus. Elle condamne de manière claire toute allusion à de la ségrégation, à de la xénophobie, à du tribalisme. Ça n'existe pas dans notre pays en théorie. En pratique, lorsque c'est arrivé, parce qu'il y a eu quelques dérapages dans ce sens, à Kindu par exemple, nous avons immédiatement pris des mesures et sanctionné les coupables. Nous ne tolérerons jamais de discours séparatistes, ségrégationnistes, xénophobes contre quelque communauté que ce soit des communautés congolaises ou étrangères vivant au Congo. Donc, dans le Congo que je dirige, c'est un fléau qui est appelé à être éradiqué. Et quiconque va se faire le chantre de ce genre de discours sera puni et de manière très sévère. Je l'ai dit d'ailleurs du haut de la tribune des Nations Unies, le Congo n'est pas et ne sera jamais un État génocidaire. On parle de la MONUSCO, on parle d'une force d'intervention régionale. Évidemment, ça pose la question de votre armée, Monsieur le Président, parce que ça n'en souligne que la faiblesse. On sait qu'elle souffre de sous-équipement, on a parlé de corruption, de choses comme ça. C'est quand même un énorme problème et que vous n'avez pas réussi à régler jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Tout simplement parce qu'on ne règle pas une question comme celle-là en quelques jours, en quelques mois. Il ne faut pas oublier que cette armée, elle est hétéroclite. Elle est composée de plusieurs branches. Il y avait d'abord les anciennes forces armées zaïroises, puis ensuite il y a eu les fameux Kadogo qui sont arrivés avec l'AFDL, puis nous avons eu des rébellions qui se sont conclues par des discussions, des accords. Et ces accords ont mené à des brassages, des mixages. Et tout ça, c'est plusieurs corps en un seul corps. Et ça fait que, bon, il y a des officiers qui continuent à obéir à leurs autorités anciennes, etc. Donc, tout cela, c'est à travailler. Il faut purger, séparer le bon grain de l'ivraie, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais qui est, en tout cas pour lequel j'ai beaucoup d'espoir, parce que là, maintenant, nous avons la loi de programmation militaire qui va nous conduire à mieux prendre en charge les besoins de notre armée et donc faire plus attention à son fonctionnement, savoir qui sont les éléments qui peuvent continuer leur carrière là-dedans et qu'il faut extirper pour impulser une nouvelle dynamique. Donc c'est un travail de longue haleine dont le résultat ne sera pas immédiat. Voilà pourquoi nous devons pour le moment recourir, nous appuyer à des forces amies qui peuvent nous accompagner dans cette tâche. Parce que dans cette armée, il y a de la bravoure, il y a vraiment des éléments qui méritent l'hommage de la nation. Et ils sont plus nombreux que les brebis galeuses. L'état de siège, il a été instauré en mai 2021. Si on regarde bien, les résultats ne semblent pas là. En tout cas, ils se prolongent. Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendiez comme résultat? Qu'il y ait moins de violence, que les groupes armés sévissent moins. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a de la violence. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, un baromètre comme ça sur lequel vous savez mesurer quand est-ce qu'il y a eu plus ou moins de violence? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous donner? Ben oui, mais je crois déjà que les groupes mafieux ont été pour la plupart neutralisés. Je crois que vous avez quand même appris que les recettes de ces provinces ont fait un bond en avant. Donc ça veut dire que l'état de siège a eu au moins du bon de ce côté-là, celui de sensibiliser les ressources
et donc pouvoir maintenant les injecter dans des programmes de prise en charge de ces groupes armés afin de les désintéresser de cette question, parce qu'il y a aussi le côté pauvreté, chômage et tout ça qui les avait amenés dans ces activités. Il y a en Ituri, par exemple, plusieurs groupes armés mono-ethniques qui se battaient justement pour des raisons ethniques, qui ont fait la paix et qui sont prêts à complètement sortir de ces activités. Donc, il y a une lueur d'espoir, mais évidemment, je ne dis pas que tout est parfait. Ça ne pouvait pas non plus l'être. Moi, je ne me faisais pas d'illusions. On est dans une zone où il y a eu une vingtaine d'années de violence et de mafia et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas en un an qu'on allait mettre fin à tous ces fléaux. Mais, et en plus, il y a eu, ça a été interrompu par le M23 qui est arrivé comme un cheveu dans la soupe pour encore compliquer les choses. C'est peut-être lié, non? Oui, sûrement. Mais tout ça, il faut le démêler, il faut le comprendre. Mais la détermination est là. Combien de temps, Monsieur le Président? Jusqu'à quand l'état de siège? Jusqu'à la présidentielle? Ce qui est certain, c'est qu'on allait déjà faire un premier bilan. Je vous ai parlé du M23 qui est venu comme un cheveu dans la soupe interrompre tout. On allait, avant les vacances parlementaires qui viennent de se terminer maintenant, donc au mois de juin, on avait prévu une table ronde avec les élus, la société civile locale, pour voir ensemble et évaluer vraiment de manière franche la situation de l'état de siège. Malheureusement, on a dû tout interrompre pour faire face d'abord à cette agression. Et je crois que si avec Bunagana ça se résout, on pourra revenir sur ce débat-là. Et voilà. Mon pays se définit comme un pays solution, grâce à son bassin forestier qui est l'un des plus importants au monde, si pas le plus important aujourd'hui. Nous sommes le premier poumon mondial. Nous avons une hydrographie importante qui, par sa puissance, peut générer de l'énergie renouvelable. Nous attendons d'ailleurs avec impatience la COP27, au cours de laquelle nous allons rappeler les engagements pris il y a 13 ans par les pays pollueurs. Oui, je comprends. Je comprends ce que certains peuvent dire, mais je viens de vous dire ici que nous nous définissons comme un pays solution. Donc, vous pensez bien que nous n'allons jamais mettre en danger les atouts que nous avons au niveau environnemental, lesquels atouts d'ailleurs sont importants et vitaux pour le monde, la planète entière. Je fais allusion ici aux tourbières. Nous avons des tourbières qui ont une capacité d'absorption de 30 gigatonnes en ce moment. C'est l'équivalent de 10 ans d'émissions de carbone. Nous n'allons pas galvauder cela. Mais en même temps, nous avons une population qui vit dans la pauvreté pour la plus grande partie, et ce serait injuste, et elle ne comprendrait pas que nous ne puissions pas utiliser ces ressources pour son bien-être, parce qu'elles sont là pour ça. Ce que vous évoquez comme problème tient à un seul mot, l'insécurité. C'est cette insécurité qui est à la base de ce que nous vivons et que vous avez très bien décrit. Et cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années que la République démocratique du Congo est plongée dans cette situation. Souvenez-vous, tout est parti du génocide au Rwanda, lorsque, en 1994, la communauté internationale a demandé à la République démocratique du Congo, alors le Zaïre, d'accueillir le flot de réfugiés en détresse au Rwanda pour les préserver du génocide qui avait lieu là-bas. Et depuis lors, beaucoup de choses se sont passées en République démocratique du Congo. Mr. President, where are you now in your negotiations with Rwanda in light of the M23 movement in the east of the country? Je dirais qu'à ce stade, c'est le statu quo. Il a été décidé à Nairobi et à Luanda, j'en parlais tout à l'heure, de ces processus,
de stopper évidemment le feu, d'arrêter le feu, de la part de passer le M23 qui nous agresse, et d'opérer le retrait inconditionnel du M23. Le Rwanda s'était engagé à le faciliter, et jusqu'à ce moment, il n'y a encore rien qui se fait. Mais je pense que dans les jours à venir, avec le déploiement de la force régionale, nous obtiendrons le départ du M23. What is your relationship currently with the President of Rwanda, Paul Kagame? Elles sont froides, bien évidemment. Que pourriez-vous penser d'autre? C'est lui qui, malheureusement, a décidé d'agresser la République démocratique du Congo. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, je suis allé voir tous nos voisins, nous en avons 9, pour leur dire « Je veux que nous engagions nos relations sur des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays, à nos deux peuples, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité et tout ça. Ça avait bien marché pendant 3 ans, les relations étaient excellentes, nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela, parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardés dans le dos. Et ça, c'est inacceptable. How are your relations with former President José Kabila at the moment? Je les définirais de normal. Parce que vous savez qu'il y a eu la rupture de la coalition. Et donc, depuis lors, nous n'avons plus beaucoup de contacts, mais il vit tranquillement, comme vous l'avez dit, en sécurité, en République démocratique du Congo. Il va qu'à ses occupations. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière... Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nazotia bino, nazotia makanisi wana na bino po ete nayebi ke mboka na biso
ezali na banguna ebele. Mboka na biso banguna balingi kaka biso totikalaka nsima, bango bayibaka basalaka manso oyo bakoki kosala oyo balingi kosala po ete bango bakobaka kaka, bango babongaka kaka, biso totikalaka nsima. Ngai nalingi lisusu makambo wana te. Bizaleli wana nalingi yango lisusu te. Lelo nazali koloba na bino, Congo ezali ya bakongolais d'abord. Congo ezali ya bapaya te. Boto sala eloko wana bato batosa yango, esengeli mapinga na biso ezala na makasi. Comme ça monguna soka lingo ya kosakana na Congo akutani na libaku wana oyo ya mapinga na biso. Je voudrais vous remercier pour cette cérémonie qui matérialise en fait un projet qui rentre parfaitement dans ma vision, qui consiste à faire profiter d'abord à la République démocratique du Congo et à son peuple des ressources naturelles qui se trouvent dans son sous-sol. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Et par cet acte, cette cérémonie de ce jour, je crois que nous venons d'ouvrir une nouvelle page que j'espère cette fois-ci glorieuse et pleine de bonheur pour notre pays et son peuple. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par des mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches, mais surtout de sang de nos compatriotes. J'ai donc décidé d'y mettre fin à tous les niveaux, par toutes les voies, en usant toutes les voies, j'allais dire, diplomatiques, politiques, commerciales et militaires. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours,
on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, de tout ce qui précède, je voudrais souligner à l'attention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de mon pays sont économiques et hégémonistes. Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 cm² du territoire national à quiconque je disais donc qu'aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 cm² du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique.
C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux des citoyens, le gouvernement de la République et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue à leur tenue en toute transparence, en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques, tribales ou ethniques. Toutefois, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours
et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associés du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés. Il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ses populations par des groupes armés terroristes. Il est temps que la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraignent davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le même sens, l'État, à travers son système judiciaire et son administration, est l'instrument principal de la garantie de jouissance et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a d'État et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés, dit-on. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire, tant dans ses structures qu'en ce qui concerne ses animateurs. C'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion, ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale, notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées. Je vous remercie. Je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée
et que si la France veut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason, évidemment, de la politique africaine par rapport, évidemment, à ce que les peuples africains veulent et de la manière dont les peuples africains regardent désormais les partenaires de coopération au développement avec qui ils sont en contact. Nous donnons la chance à la paix car, comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre, à nos compatriotes déplacés de guerre. Mais là, je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés. J'ai faite tout à l'heure au président Macron. C'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans les conditions infrahumaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence habituel, mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire cessez-le-feu et retrait, parce qu'au moment où les populations feront mouvement vers leur localité d'origine, les terroristes du M23 devront quitter ces lieux. Et enfin, chose importante, ça donnera la possibilité, cette fois-ci, à la Commission électorale nationale indépendante de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs. Parce qu'en ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date prévue par le calendrier. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs, qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés
mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le Président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Être prise au piège, je ne pense pas. D'abord, lorsque la République démocratique du Congo a décidé d'adhérer à l'EAC, ce n'était pas pour des problèmes sécuritaires. Au contraire, c'était pour des problèmes d'avantages douaniers. Je vous rappelle ici que la majeure partie de nos compatriotes vivant à l'Est, les opérateurs économiques, j'entends, et même bien d'autres dans d'autres secteurs, travaillent souvent avec les pays d'Afrique de l'Est. Et lorsqu'il y a importation de denrées de tout genre, c'est par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam principalement que cela vient. Et donc, nos opérateurs économiques n'étaient pas dans les mêmes conditions de concurrence que leurs homologues des pays voisins. Et ça avait un impact négatif pour notre économie parce qu'ils étaient obligés à ce moment-là de migrer vers ces pays, de vivre là-bas et donc de faire gagner plus de ressources à ces pays-là qu'à la République démocratique du Congo. Donc ça, ce n'est que pour l'aspect économique. Il y en a bien d'autres qui ont milité à ce que nous prenions la décision d'adhérer à cette communauté. Et puis, vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, ça aurait été une opportunité formidable, surtout en ce qui concerne aujourd'hui la zone de libre-échange continental, l'intégration de l'Afrique. Ça aurait été une opportunité formidable d'adhérer, et ça l'est, c'est une opportunité formidable parce que ça nous permet d'être au cœur de tous ces échanges entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc il faut regarder notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est de cette manière-là. Malheureusement, entre-temps, par accident ou par velléité hégémoniste ou de pillage de nos ressources, le Rwanda nous fait la guerre, mais cela ne doit pas remettre en cause toute la raison d'être de notre adhésion dans cette communauté. Excellences, Mesdames et Messieurs
les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, la France et dans une plus large mesure l'Union européenne, dont elle est un éminent membre, demeurent des partenaires historiques pour la République démocratique du Congo et pour le continent africain dans son ensemble, notamment dans ce qui a trait aux questions économiques, sécuritaires, humanitaires, culturelles, éducatives et sanitaires. Cette rencontre est donc une belle occasion d'assurer un suivi concret des engagements pris en février 2022 lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine en impliquant les secteurs publics et privés sur les sujets prioritaires identifiés. En ces temps où de nombreux défis s'imposent à nos populations au niveau local, régional et continental, il est important de pouvoir se rassurer de l'appui de nos partenaires en sus des inlassables efforts que nous déployons conformément aux responsabilités constitutionnelles et légales nous conférées par le souverain primaire et que nous assumons avec dévotion. Je profite de cette occasion pour rappeler que la République démocratique du Congo fait face, notamment sur le plan sécuritaire, à une agression vile et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23. Car j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avaient mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Cette initiative est d'autant plus à saluer qu'elle s'effectue à un moment particulier où mon pays s'est engagé à poursuivre des réformes dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation et l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration du climat des affaires à travers une série de réformes visant son amélioration et spécialement au plan de la sécurité juridique et judiciaire pour inciter plus d'investissements dans le pays, le domaine du numérique avec l'accélération des réformes visant à mettre en place un cadre adéquat pour le développement du numérique ainsi que le lancement d'un vaste programme de développement local des 145 territoires que compte le pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tel que vous avez pu le découvrir au cours de ce forum, la République démocratique du Congo offre de multiples opportunités d'investissement rentables et dispose de sérieux atouts pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant ensemble et responsable. Première productrice de cobalt au monde, avec un volume représentant près de 70% de la production mondiale, la République démocratique du Congo abrite plus de 25 millions de tonnes de réserves identifiées dans son sous-sol, soit plus de 50% des réserves de la planète. Notre sous-sol est également riche en d'autres minéraux tels que le cuivre, le manganèse, le chrome et le lithium, tous nécessaires à la fabrication de batteries électriques. Alors que l'on pensait que le plus grand gisement de lithium au monde se trouvait en Australie, des études récentes semblent démontrer qu'il pourrait se situer à Manono, dans le Grand Katanga. La transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation qui a stimulé la demande des véhicules électriques ne saurait donc se faire sans les métaux dits stratégiques pour la République démocratique du Congo et critiques pour le reste du monde. Cependant, notre positionnement actuel d'exportateur de minerais bruts nous place au bas de la chaîne de valeur mondiale d'un marché qui atteindra 8,8
000 milliards de dollars américains d'ici 2025 et pour lequel nous ne captons que 3%. Notre ambition est donc claire. Il s'agit pour nous de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles et de placer la République démocratique du Congo au cœur du développement d'une chaîne de valeur verte régionale de production de véhicules électriques. C'est dans ce cadre que nous avons signé un accord bilatéral de partenariat avec la République de Zambie afin de développer un projet précurseur ambitieux de production de batteries. Cet accord offre un cadre pour la coopération bilatérale sur l'initiative visant le développement de cette chaîne de valeur, ainsi que le renforcement de l'intégration économique au niveau sous-régional. Ce projet représente une opportunité pour les investisseurs intéressés de construire des partenariats inclusifs et durables, et nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour garantir des conditions d'investissement optimales et promouvoir d'autres initiatives avec tous nos partenaires. À cet égard, je ne pourrais manquer d'exprimer d'ores et déjà ma satisfaction quant à la conclusion du partenariat liant le Bureau de recherche géologique et minière de la France au Service géologique national de la République démocratique du Congo. Ce type de collaboration nous assure la continuité de l'exploration et surtout la maîtrise de nos ressources pour que le pays joue pleinement son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en métaux stratégiques.